Nous sommes de retour en direct, il est 21h15, l'émission Split Screen encore pendant à peu près 1 heure, l'actualité du cinéma. Et on vient de s'écouter un morceau, Jackie. Un morceau d'un groupe écossais qui s'appelle Snow Patrol. Alors je l'ai passé parce que je suis retombé il y a la semaine dernière sur le fameux court-métrage de Claude Lelouch tourné en 76 qui s'appelait C'était un rendez-vous. Oui. C'est pas rendez-vous. Non, c'était un rendez-vous et donc ce court-métrage se caractérise par un long plan séquence effectivement où pour la petite histoire, c'est donc Claude Lelouch qui au volant de sa voiture a décidé tôt le matin à 5h du matin effectivement en août 76 de prendre le volant et de filmer en toute illégalité et de se filmer au volant de sa voiture en traversant Paris. Alors il passe par l'Opéra Garnier, par ça se finit, il s'arrête au Sacré-Cœur, je crois. Ouais. Et donc c'est un film, un petit court-métrage assez saisissant par le plan qu'il utilise en fait. C'est un plan qui est au ras du sol. Oui, sa caméra est en fait vraisemblablement posée au niveau du capot, mais ouais. Vraiment le plus bas possible en fait. Des plans maintenant qu'on peut voir dans les courses de F1, même dans les jeux vidéo quand on veut mettre le truc avant, dans les films d'action ou quoi que ce soit. Je sais pas si à l'époque on voyait ça. Je pense pas. Non, j'ai pas le souvenir. Je pense qu'il a un Quelle peu. année c'est 76. Je suis pas sûr qu'on voyait ça. Enfin, je pense qu'il a créé Le Mans, il y avait quand même des plans dans Le Mans avec McQueen. McQueen, oui. Il y avait quand même des plans un peu de ce style. Mais là, c'est que ça dure au moins 5-6 minutes. Ah, 8 minutes. Ouais. Et donc, pour le coup, Snow Patrol avait repris, pour cette chanson, là, Open Your Eyes, avait repris justement la fin, c'est une bonne partie quand même du court-métrage, vu que le morceau doit durer 6 minutes, des images de Lelouch. Mais bon, voilà, c'était une démarche effectivement hors des clous, donc sans autorisation. Mais bon, quand on voit le résultat, c'est assez bluffant quand même. Ouais, donc voilà, c'est saisissant. Ouais. Encore une époque où des grands qui se permettaient de faire des choses un peu. Oui, enfin après, il a été. Les gendarmes sont fait choper. Ouais. Mais bon, après, il a pas. Il a rien eu. Hein. Non, il a dû avoir. Vous recommencerez pas. Hein. En tout cas, chers auditeurs, si vous nous écoutez, c'est pas reproduire. Vous ne le faites pas, quoi, parce que sinon. De toute façon, c'est déjà fait, donc. Oui, en plus. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Oui, mais tu apprends aussi en plagiant de temps en temps aussi. Oui, ça fait partie du processus d'apprentissage. On va passer tout de suite au premier film de ce soir, puisqu'il s'agit. On parlait de Steve McQueen. C'est Steve McQueen, mais l'homonyme. En fait, c'est pas le même. Oui. 12 Years Slave. Et donc, qui fait le pitch allez. Oula. De toute façon, il est rapide le pitch. Oui, c'est juste, moi je regarde par rapport. Oui, c'est l'histoire de Solomon Northup. En fait, un homme qui est plutôt intégré dans la société américaine, mais qui va se faire kidnapper et va devenir, il va être revendu comme esclave. Et donc pendant 12 ans, il va devenir un esclave. Et voilà, on va voir son histoire en gros. Hein, il va un petit peu changer de propriétaire en propriétaire en fait, jusqu'à ce qu'il recouvre, on peut le dire ça. Oui, de toute façon 12 ans de on sait qu'il y a une fin, oui. Donc. Oui, bon, donc il y a une fin quoi. Après, il peut mourir au bout de 2 ans. Je vais faire du bruit, je bouge mon micro. Alors attends, je vais juste couper. Voilà. Bon, en fait, en gros, voilà, mais c'est adapté d'une histoire. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui aimes ça. Ah oui, mais moi c'est quand il y a le panneau. Non, c'est des biopics vraiment. Oui, mais même les inspirés de Ferrell, ça. Ah oui, ça dérange aussi. Voilà. Bon, en gros, c'est ça l'histoire. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. À moins que Chloé ait un petit détail. Ça se passe en 1841. Oui, précisément. Oui, voilà. C'est vrai, 1841. Parce que c'est un peu bizarre, parce qu'effectivement, il est intégré, mais bon, tous les États n'étaient pas à égalité vrai. Au niveau de l'esclavage à cette époque-là. Donc c'est pour ça que dans un État, il est libre, et non pas affranchi, mais libre tout court, et du coup, parce qu'il n'avait jamais été esclave avant, donc là, il est libre. D'homme libre qui exerce la profession de musicien, il passe à esclave, quoi. De bonne famille, en fait. Hein. Ouais. Il est plutôt, il est bien loti, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film de Steve McQueen ? Eh ben, c'est le 3e film de Steve McQueen après Shame et Hunger, dans l'autre ordre, Hunger et Shame. Hunger et Shame. Je précise. Le geek. Alors, bref, de toute façon, il en a fait que 2. Moi j'ai trouvé ça. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films pour le moment. Enfin, c'est un des meilleurs films sur l'esclavage. Là-dessus, effectivement, il a une forme un petit peu plus
classique, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est que Hunger et Shame avaient ils avaient un côté un peu plus, un peu plus indépendant. Ils tentaient des petites choses. Là, c'est vrai qu'effectivement, il est dans une forme un peu plus classique que ce qu'on a pu voir avec Shame et Hunger. Mais ça reste maîtrisé du début jusqu'à la fin. Porté par un acteur vraiment très très bon, une réalisation aussi, une belle lumière, enfin il y a vraiment des moments saisissants dans ce film là, et on se laisse porter du début jusqu'à la fin. Mais après j'ai des petits trucs qui font que il y a des petits trucs qui m'ont vraiment gêné. Donc le premier, alors sur les propriétaires, il y a un gros casting. Ça va de Paul Dano à méchant dans Star Trek 2, Benedict Cumberbatch, oui. Michael Fassbender pour la 3e fois chez Steve McQueen, et le producteur Brad Pitt. Donc il y a quand même un gros casting, mais je trouve qu'il est à des moments. Paul Dano, je l'ai dit, voilà. Oui. Les petits trucs qui m'ont énervé, c'est que en faisant un gros casting, c'est que parfois on tombe un petit peu dans le piège de revoir un peu des acteurs qui au final ils font un peu j'ai l'impression qu'ils font le minimum syndical. Et Paul Dano, moi ça m'a beaucoup gêné parce que j'avais l'impression qu'il nous refaisait le rôle dans There Will Be Blood quand il s'énerve, et vraiment ça m'a perturbé parce que je fais mais il se fout pas quoi, enfin il devient complètement taré, et t'as l'impression que quand il sort de l'église comme dans There Will Be Blood, il en rajoute, il en fait des caisses, alors qu'il pourrait très bien être plus introverti comme dans Elle s'appelle Ruby, beaucoup plus beaucoup plus soft, et là il nous refait le There Will Be Blood. Et après, et Chloé en avait parlé il y a 2 semaines, alors c'est vrai que ça m'a un petit peu spoilé, mais bon c'est pas très très grave, je m'en suis en fait douté de ce qu'elle avait énervé Brad Pitt, c'est que Brad Pitt, c'est le producteur du film. C'est Où est Charlie? Non, c'est pas ça, parce qu'on le repère, on le voit très bien. On le repère, on le voit très très bien, mais justement on le voit beaucoup venir à partir du moment où je vais dire ce que j'ai à dire, c'est qu'il se donne en fait le bon rôle là-dedans. Voilà, et c'est vrai qu'on sent que je suis producteur et je me donne le bon rôle, donc et c'est gênant. C'est particulièrement gênant, d'autant plus qu'il joue pas non plus excessivement bien. Et on a même l'impression que Michael Fassbender, je sais pas si ça t'a fait cette impression, Michael Fassbender est excellent pendant tout le film, sauf devant Brad Pitt. Et j'ai l'impression que Michael Fassbender, justement, ça le gêne. Il y a une sorte de gêne, et au moment où il se confronte, je sens que Michael Fassbender, il se lâche pas. Et je pense que ça le gêne de donner la réplique à Brad Pitt, de se dire le mec il s'est donné le putain de bon rôle, parce que Fassbender, il faut quand même pas oublier que c'est un acteur qui est quand même sur un tournage qui c'est l'acteur qu'on sait qu'il est là quoi. Et je pense qu'il doit ouvrir sa gueule de temps en temps, et je pense que ça a dû le gonfler que Brad Pitt se donne le bon rôle, parce que franchement il fait le minimum syndical. Attention, il faut quand même faire une nuance entre bon rôle et le meilleur rôle, parce que tu peux avoir en fait le rôle du méchant qui est en fait le rôle le plus intéressant. Du gentil progressiste. Oui. Voilà, il a le canadien, tout ça. Il a vraiment le bon rôle et on sent qu'il d'ailleurs, on se demande ce qu'il fout là d'ailleurs. Et on se demande ce qu'il fout là. Au final, ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu jouer ça. Franchement, parce qu'on sait que par ailleurs, l'esclavage est aboli ailleurs. Donc on se demande pourquoi il continue à être là quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est pas cohérent à la base déjà. Et ça c'est particulièrement gênant. Mais après, le reste est très réussi. Et c'est vrai que quand je disais que Michael Fassbender, il y a une séquence, moi, qui m'a vraiment plu au niveau de l'acting. Et on sent que cet acteur qui joue l'esclave, il est excellent, parce que Fassbender, c'est quand même un acteur qui est intuitif, qui est instinctif. Et à un moment, il y a une scène il va le retrouver dans sa chambre et il le menace avec le couteau. Il lui maintient le regard, et le jeune acteur, on sent qu'il lâche pas la prise, et c'est impressionnant ce petit duo qui joue entre eux. Et rien que pour ça, moi je dis que le film il faut le voir, et en plus je trouve que c'est vraiment un très bon film sur l'esclavage, et voilà quoi. Et c'est à voir pour ça, et c'est à voir que ça a existé, et c'est très très bien rendu par Steve McQueen quoi. Mais voilà, il y a mes 2 gros bémols qui sont Paul Dano et Brad Pitt. Chloé. Je suis même avec Florent effectivement. Donc c'est un film, on retrouve effectivement, pour ceux qui ont vu Hunger et Shame, c'est un peu la même thématique, c'est-à-dire l'emprisonnement
et puis surtout aussi le pouvoir du corps sur l'esprit, mais aussi inversement. Là, le corps est très très présent dans ce film-là. Encore une fois, il était présent dans Shame, dans Hunger aussi, d'une certaine façon. Là, il est très présent aussi, parce que le corps est très malmené. Donc il y a ce travail là sur l'emprisonnement vraiment, et où Queen montre effectivement que l'esclavage c'est vraiment c'est un emprisonnement physique, mais c'est aussi un emprisonnement mental, et c'est une maltraitance mentale. Et on voit le personnage en fait tout le long du film se faire malmener, et puis essayer de résister à tout prix pour garder son humanité, quoi. Voilà, c'est aussi une violence mentale en ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaye à tout prix de garder son humanité, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le traitement, évidemment, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas les méchants propriétaires et les gentils esclaves. C'est que il y a des séquences où parfois, oui, on voit les autres se faire battre, mais si nous on l'ouvre, on se fait tuer aussi. Donc voilà, c'est assez bien amené, je trouve. Et donc oui, le traitement est assez intelligent. Et c'est vrai que en termes de réalisation aussi, moi je trouve que elle est alors effectivement un peu plus classique. Je me demande si ça tient pas à la photo notamment, qui est un peu plus jaune, un peu plus dans les tons un peu plus chauds. Alors bon, non pas que ça m'ait gêné, mais c'est vrai que je préfère le type Hunger ou Shame à la limite. Bon, elle est très bien faite, mais peut-être que ça, j'aime moins tout simplement. Par contre, c'est comme elle reste vraiment très très brillante et très tranchante quand même, et notamment comme dans Shame, la scène du métro. Était l'essence même du film. Elle résumait elle seule le film. Pour moi, la scène de la semi-pendaison, je crois qu'on en voit un petit bout dans la bande-annonce. Pour moi, cette scène-là résume aussi le film pratiquement à elle toute seule, parce que il y a tout dans ce film-là. C'est une espèce de long plan. Alors bon, il y a des coupes, mais voilà, on passe du temps là-dessus, et ça raconte beaucoup de choses. Alors qu'elle est quasiment muette. Hein. Il y a du son, mais il y a pas de dialogue. Et pour moi, elle résume vraiment le film et le côté extrêmement brillant de la mise en scène. Donc là-dessus, moi je trouve que la mise en scène, bien que plus classique, peut-être moins spectaculaire, elle en reste pas moins tranchante non plus. Donc c'est ça que... il sait où il va, quoi, Steve McQueen. Ouais, c'est ça que j'ai aimé. Et c'est vrai que j'ai pu lire des aberrations dans les cahiers du cinéma, si je ne me trompe pas, qui disaient que ça avait une mise en scène hollywoodienne. Et là, tu fais... Wow, c'est pas parce que c'est classique que c'est hollywoodien. Voilà, mais c'est ça. Et tout de suite, c'est tuk-tuk. Mais j'ai l'impression que des images que j'ai pu avoir des bandes annonces, des extraits de la bande annonce, c'est que il était sur quand même un format d'image beaucoup plus large, était plus éloigné en fait de son sujet, alors que Hunger et puis Shame était quand même c'est des plans quand même très proche du sujet, en fait, plus cadré, plus serré. Mais c'est pas, ça saute pas non, sur certains, voilà, oui, mais pas en fait dans l'ampleur, en fait, genre, le côté un peu plus. Il est pas dans non, là en même temps, on est dans les champs de coton et dans les machins comme ça. Bon, voilà. Mais on n'est pas dans l'ampleur non plus. Non, je trouve pas. C'est l'histoire de l'individu, et c'est aussi sa relation et c'est son vécu, donc ça reste à hauteur de l'individu aussi. Donc voilà, et c'est vrai que pour finir là-dessus, c'est vrai. Bon, alors mise en scène pour moi extrêmement brillante, et la musique aussi que j'ai particulièrement aimé. Alors d'habitude, on en parlait en off tout à l'heure, je suis très très nulle au niveau musique et là j'ai reconnu des notes, voilà. Donc c'est vrai que moi ça m'a fait penser à Shame. Alors c'est pas la même, hein, mais il y a des petites notes, des petites suites de notes comme ça qui sont très ressemblantes, et notamment, alors ça j'avais pas reconnu, je l'ai lu après, ça fait penser beaucoup à La Ligne Rouge et à Inception, paraît-il, donc faudrait que j'aille vérifier, mais en tout cas moi j'ai pensé à Shame, donc c'est Hans Zimmer qui a fait de la musique, donc d'après ce que j'ai compris il touille beaucoup, il plagie beaucoup. Bon, enfin bon, en l'occurrence, là, je trouve que la musique sert vraiment le film vraiment correctement, et même si on la reconnaît, enfin voilà, elle sert. Il y a des petits accents comme ça qui servent vraiment bien le film, et je trouve qu'elle elle va très très bien avec le film, quoi. Et voilà. Et donc pour les petits trucs, moi Brad Pitt, voilà, je l'avais dit, ça m'avait franchement énervé, parce que je suis producteur, donc parce que je suis producteur, je me donne un petit rôle. Alors c'est pas obligatoire, hein, logiquement, ça m'énerve les producteurs qui se donnent des rôles dans les films, et en plus je me donne celui du progressiste, tout ça. Voilà, franchement on se demande ce qu'il fout là, quoi. Par contre j'ai pas vu ce dont tu parlais, c'est-à-dire
Fassbender qui se retient. Voilà, parce que Fassbender, il nous fait encore une composition. Pour certains, il cabotinerait. Moi, je trouve pas du tout. Il nous fait un truc. Il campe un salaud intégral sans pour autant être caricatural. Donc, ce qui est quand même un morceau de bravoure, j'ai envie de dire. C'est un connard humain. C'est un connard fini, mais en même temps, il est. Enfin voilà, il est. C'est dit d'une manière, il est dans son bon droit, ce personnage-là. Il y a la Bible qui est là, il y a la foi, il y a ce que Jésus lui dit. Donc lui, il est propriétaire, donc il a tous les droits sur ses esclaves. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est le personnage de la femme aussi d'Edwin Epps, donc joué par Fassbender, est assez intéressante aussi, parce qu'à un moment on a un petit doute sur elle l'envoie faire des courses, on se dit comment elle se positionne cette femme-là, enfin voilà, donc c'est vraiment très très intelligent. Et effectivement, alors j'ai pas vu beaucoup de films sur l'esclavage, mais je trouve que c'est un très très bon film sur ce sujet-là, notamment encore une fois, ce que je disais au début, dans ce qui est de l'ordre de la maltraitance et de la violence que ça peut être, aussi bien physique que mentale. Voilà, parce qu'on est avec ses semblables, mais en même temps, c'est pas du chacun pour soi, mais en même temps, on roule pour soi, parce que sinon, on se fait tuer, quoi. Et voilà, donc le personnage ne pense qu'à une chose, c'est retrouver sa famille, retrouver ses enfants. Donc c'est très très bien dit. Voilà. Oui. Mais après c'est vrai qu'on retrouve les fameux plans séquences. Je m'en souviens. Ouais. Là, il y a un plan séquence qui est vraiment très dur, et à la fois c'est la séquence d'un fouettage, quoi. Bon, après voilà, il est quand même Steve McQueen maîtrise son sujet, c'est vraiment un des cinéastes à suivre, et à la manière ils n'ont pas du tout les mêmes thèmes, ils n'ont pas du tout les mêmes, mais c'est vraiment un cinéaste sur qui on peut compter à la manière de James Gray, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils ont chacun leur fondamentalement mauvais. On le sent, il fera jamais, enfin, on l'espère, en tout cas, on croise les doigts, mais je le vois pas, enfin. Je pense pas qu'il fera de mauvais films, ce mec-là. Non, mais c'est comme Scorsese, il a fait des trucs pas top, mais fondamentalement, il y avait toujours des trucs bien, quoi. Bon. Il y a un minimum garanti, quoi. Voilà, non, mais c'est un peu ça, c'est bête à dire, mais c'est un peu ça. Voilà, oui, non, mais. Puis bon, mauvais Steve McQueen ou James Gray reste meilleur que la plupart des. Oui. Voilà. Et puis James Gray, il n'a pas fait. Non, c'est sûr. Non, et ce que j'aime bien, c'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est un débat qui, moi, on avait beaucoup entendu Spike Lee sur le Django Unchained de Tarantino. Tarantino étant pas noir, il peut pas parler des noirs. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le positionnement de Steve McQueen. C'est-à-dire, non seulement il ne fait pas, il traite tous les sujets, parce que là, les sujets qu'il a traités sur ces 3 films sont assez éclectiques, quand même. La résistance irlandaise, l'addiction sexuelle, et puis là, l'esclavage. Donc c'est assez différent. Même s'il y a le thème de l'emprisonnement qui est toujours présent. Mais pour autant, pour avoir lu des interviews de lui et tout ça, il dit mais moi je m'occupe pas d'être noir et de traiter des sujets qui doivent être faits par des noirs. Moi c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouvais que les films sur l'esclavage n'allaient pas assez loin, ne disaient pas les choses correctement. Donc j'ai décidé que voilà, mais il se place pas du tout comme je suis noir, donc je suis légitime pour parler de mes ancêtres. Pas du tout. Et ça je trouve ça très intéressant parce que en même temps il est anglais, il est britannique. Voilà, et le positionnement de certains réalisateurs sur ce point-là m'énerve profondément. Voilà, parce que je pense que tout le monde peut raconter toutes les histoires, et donc c'est pas parce qu'on appartient à une catégorie, ce n'est pas seulement les femmes qui veulent parler des femmes, etc., etc. Voilà. Oui, parce que dans ce cas-là, on va après demander à ce que les gens aient vécu le sujet dont ils parlent. À partir du moment où tu maîtrises le sujet, de toute façon. Oui, c'est tout ce qu'on leur demande, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Spike Lee m'énerve un peu là-dessus, parce que c'est un peu du militantisme parfois un petit peu. Mais il est parti loin là, Spike Lee. Oui, il est parti loin. C'est comme il s'était prononcé sur le film d'Eastwood, notamment sur Mémoire de nos pères. Oui, non mais. En rappelant que finalement, je crois qu'Eastwood avait omis de rappeler que dans les forces américaines qui étaient tombées justement à Iwo Jima, la communauté noire avait totalement été occultée. Mais c'est vrai que maintenant, Spike Lee. Mais là, il a fait Old Boy, un remake. Ah ouais. Merci. Lui qui n'est pas magnifique. Rien. Non. Mais enfin voilà, donc c'est pour ça que ce débat, moi j'étais contente que McQueen se positionne comme ça aussi, parce que du coup je l'aime en entier. Voilà. Il y a pas un petit bout que j'aime pas. J'aime bien ce réalisateur-là, j'aime bien ce qu'il fait, et j'aime bien sa manière de parler aussi, et de raconter ce qu'il fait, quoi. Est-ce que quelqu'un veut tenter de donner le nom de l'acteur principal? Parce que moi je vais le faire et je vais écorcher, ça va être Chiwetel Ejiofor. Voilà. Parce qu'en fait, cet acteur, mine de rien, ça fait quand même un petit moment qu'il sévit. Il a fait beaucoup en fait de second rôle depuis un petit moment.
moment, et quand on regarde sa filmographie. D'accord, je croyais qu'il était début. Ah non, il débarque pas, hein, non, quand tu regardes, en film, il a fait du film d'action, il a fait un film d'action, Salt avec Angelina Jolie, il a fait 2012 avec Emmerich, il a fait American Gangster, il a fait Inside Man, justement, de Spike Lee. Donc, ouais, mais il est, en fait, souvent second rôle, mais il mérite des premiers rôles. Ouais, non, mais je pense que c'est aussi ça, une des intelligences du film, c'est d'avoir mis dans les rôles principaux, notamment, enfin, des acteurs qui sont pas encore des grosses bêtes de stars, quoi. Parce que bon, ouais, mais Fassbender encore, ça va. Il est très connu, mais c'est pas un Brad Pitt non plus, quoi. Et je sais par exemple que Jamie Foxx, au tout début, son nom avait été cité. Même, je sais pas si le réalisateur avait voulu le prendre ou pas, j'en sais rien, mais il y a cette rumeur là, et ça aurait pas eu le même impact. C'est pas le même acteur déjà. Non, mais voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que on voit souvent la star avant de voir la composition et le personnage, quoi. Donc là, c'est vrai qu'au moins ça restait plus. Voilà. Bon, moi j'ai un peu de mal avec Jamie Foxx, donc voilà. Il chante bien. Quoi ? Il chante bien. Bah c'est bien, mais il faudrait qu'il joue mieux. Bah voilà, je préférerais. Pas tout faire. Dans Collateral, il est très bien. Ouais. Oui. C'est vrai. Et dans même Miami Tom Cruise Vice, est bien dans Collateral. Ah non, Miami Vice c'est insupportable. Les deux sont insupportables. Lesquels ? Miami Vice. C'est dans Ray, il est bien dans Ray. Il chante bon, bien. allez, on fera pas le débat de. Tu vas aller le voir dans Romantic Spider-Man 2 Ouais, en électro. Non. Hein. On va s'écouter tout de suite un morceau. Oui. La transition. Oh, je sais même pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de poser la question de savoir si vous le conseillez. C'est un oui unanime. Oui. Par contre, c'est peut-être le dire où on peut aller le voir. Oui, c'est vrai. Voilà. Je crois Café des Images. Au Café des Images à partir de demain. D'accord. Jusqu'au 28 février. Bon bah voilà. Alors attention, il n'y a pas beaucoup d'horaires. Hein. Ah. Il est long, non ? Il fait quoi ? Il fait 2 heures ? 2h10. Donc faut le caser, hein. Faut réussir à le caser aussi. C'est pas forcément évident. Ouais. Non mais c'est pas forcément évident de le caser. Dans une semaine, il y en a un autre qui va falloir caser, c'est le nouveau Frédéric Wiseman, hein, 4h04. Ah oui, à Berkeley. Ah oui, ça va être. Voilà, celui-là, il va falloir le caser, celui-là. Bon, allez, s'écoute un autre morceau, on n'en dit rien. De toute façon, je pense que les auditeurs vont plus ou moins reconnaître. Et puis tu vas nous dire pourquoi tu l'as choisi juste après. Bon Brom. Bon bah écoute, bon brom. Ok, bon brom. Ok, bon brom.